Les ETF, c'est facile et pas cher. Quand on sait que la majorité des gestionnaires de fonds n'arrivent pas à battre le marché et qu'il y a donc peu de chances pour que vous y arriviez, alors pourquoi se casser la tête à choisir des actions? Bah oui, mieux vaut acheter un produit financier qui va directement répliquer les performances de la bourse et qui coûte moins cher en frais de gestion. Vous n'avez même pas à vous demander si votre gestionnaire est bon ou non, puisqu'il n'y en a pas. Voilà, tout est dit. Sauf que... Aujourd'hui, tout le monde connaît les ETF, ces produits financiers qui suivent et répliquent un indice donné. Pourtant, ils possèdent leur lot de petites surprises et pas que des bonnes. Donc, aujourd'hui les gens, avec l'ami Le Cube, c'est moi. nous allons nous attaquer à ces fameux Exchange Traded Funds, aussi appelés trackers ou fonds négociés en bourse en français. Pour replacer les choses dans leur contexte, ils font partie de la grande catégorie des OPCVM, pour organismes de placement collectif pour valeurs mobilières, et ont pour forme juridique celle de SICAV, ou Société d'investissement à capital variable. Voilà, ça ne changera rien à votre gestion, mais ça fait toujours son petit effet dans les soirées. Bref, dans ce cadre, les ETF sont des fonds de placement cherchant à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice boursier précis. Et un indice boursier est tout simplement une liste d'actions qui sert de référence pour mesurer l'évolution d'un secteur. Par exemple, le CAC 40 est un indice composé des 40 plus grosses entreprises de France. Le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises des États-Unis, et le Next Biotech mesure la performance des entreprises biotechnologiques en Europe. Par extension, quand on dit que la bourse a monté ou baissé, on parle de l'évolution de tel ou tel indice. L'indice choisi comme référence pour un ETF est ce que l'on appelle le sous-jacent. Donc, la valeur de l'ETF va augmenter ou baisser en fonction des mouvements du sous-jacent. Bon, mais si les ETF ne se limitaient qu'à cela, ils ne seraient qu'un outil de plus parmi la longue liste des produits inventés par la finance pour remplir les vides du monde de l'investissement. En fait, ils ont de nombreux avantages pour un investisseur individuel. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Les épisodes de 1, 2, 3 Richesse se suivent pour vous apprendre à investir étape par étape. Donc en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Dans le système classique de la bourse, vous achetez des titres, les actions d'une société par exemple, puis vous touchez vos gains soit sous la forme d'une plus-value au moment de la revente, soit à travers son rendement avec le dividende. Oui, ce sont les deux grands moyens de gagner de l'argent. Sauf qu'avec une seule valeur, on ne va pas aller loin. Effectivement. De plus, on se retrouve dépendant des résultats de la société choisie. Donc, pour limiter ce risque, vous allez investir dans différentes entreprises. Dans ce cas-là, si l'une des valeurs sous-performe, ces résultats seront compensés par les autres valeurs. Oui, c'est le principe de diversification, base de l'allocation d'actifs. Oh la vache, j'ai l'impression de revenir au début de la chaîne. Revoir les bases, ça ne fait jamais de mal. Surtout que cette stratégie a deux défauts. D'abord, il faut connaître les entreprises, ce qui implique d'en analyser des dizaines avant de faire son choix en prenant le risque de passer à côté des meilleurs. Ensuite, il faut les suivre séparément. Bref, c'est assez chronophage. Parallèlement, chaque achat ou vente va coûter de l'argent, puisqu'il faudra régler les frais de transaction. Et on sait que cet impact est loin d'être marginal. Oui, ça laisse songeur. Et c'est là que les ETF interviennent, j'imagine. Exact. En utilisant des trackers, on peut acheter toutes les actions relevant d'un indice en une seule transaction. En fait, c'est l'émetteur de l'ETF qui va acheter le panier de titres correspondant et ainsi vous offrir tout le bouquet. On se retrouve donc avec une diversification instantanée. Et en termes de frais ? Eh bien, ceux-ci sont beaucoup plus réduits, en général moins de 0,10%. Puisque, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de gestionnaire de fonds à la barre, donc pas de professionnels à rémunérer. Dernier point, même si l'entreprise émettrice de l'ETF peut elle-même faire faillite, l'investisseur reste plus serein face à son investissement. En effet, si une société venait à disparaître au sein du sous-jacent, l'indice donc, elle serait tout simplement remplacée par une autre.
Donc, moins de crainte de perdre son argent avec un mauvais choix. Bon ben, avec tout ça, je vois pas pourquoi on s'embête à investir en direct. Monter un portefeuille uniquement en ETF est largement suffisant du coup. En théorie, c'est vrai. Sauf qu'en réalité, la performance des ETF ne sera pas aussi bonne qu'une gestion beaucoup plus active. Attends, je comprends plus. Au départ, on a dit que les gérants de fonds n'arrivaient pas à battre le marché. Alors, comment un ETF répliquant un indice ne ferait pas au moins aussi bien que lui? Pour ça, je vais te répondre par une autre question. Si l'on n'a pas besoin de gérants de fonds pour battre le marché, comment se fait-il qu'il en existe encore? Ah bah oui, tiens. Pourquoi? Parce que l'avantage des ETF se révèle essentiellement lorsque le marché va bien. Mais si le marché plonge, les ETF plongent aussi. Et c'est là que les bons gestionnaires sortent du lot. Les portefeuilles qu'ils gèrent vont peut-être baisser, mais pas autant. Et certains vont même réussir à gagner de l'argent lorsque tout le monde en perd. Ah oui, quand même. Pour comprendre ça, il faut séparer les inconvénients des ETF en deux grandes catégories. Ceux au niveau global de l'économie et de la finance, et ceux qui vont toucher directement le particulier. Commençons avec le niveau le plus général. L'indice est un instrument qui permet de mesurer la performance d'un type de marché. Mais le monde de la finance l'a transformé en outil de placement. Selon le principe cité par John Bogle, l'inventeur des fonds indiciels, plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin, achetez la botte de foin. C'est exactement ça. Sauf que cela entraîne des risques systémiques dont l'investisseur individuel n'a pas forcément conscience. Déjà, la majorité des ETF sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière. Mais de ce fait, cela donne une importance croissante aux entreprises les plus grosses, et souvent toujours les mêmes, ce qui pose des problèmes au niveau des flux d'investissement. Et oui, car n'oublions pas que la bourse, c'est avant tout le marché du financement des entreprises. Donc, ce flux d'argent va toujours plus vers les grosses sociétés et moins vers les petites. Et ça, c'est vraiment pas bon pour l'économie, puisque l'objectif du système est d'allouer le capital, donc l'argent, à celui qui normalement est le plus performant. Or, performance ne rime pas forcément avec taille de l'entreprise. Donc, un ETF peut contenir tout un tas d'entreprises loin d'être les plus performantes. D'où le fait que les gestionnaires d'actifs n'ont pas complètement disparu. Mais attends, ça veut dire qu'il est possible de battre le marché en essayant d'exclure les entreprises les moins performantes d'un indice. Oui, c'est possible. Même si c'est extrêmement compliqué, on l'a déjà vu, et que cela demande des vraies compétences. Deuxième problème majeur. Les mouvements des ETF eux-mêmes peuvent entraîner des réactions en chaîne sur le marché qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Alors là, il va falloir que tu me donnes un exemple. Eh bien, par exemple, Apple représente actuellement plus de 7% du S&P 500. Si la société connaissait un problème majeur, les investisseurs vendraient en masse, on est d'accord. On est d'accord. Le problème, c'est qu'un ETF possédant Apple dans sa composition serait donc vendu lui aussi en masse. Sauf que lui, il revend tout un marché, et pas seulement une seule entreprise. Donc pour une entreprise qui pêche, c'est tout le marché, y compris les bonnes entreprises, qui risque d'en pâtir. Ah oui, effectivement, les ETF font donc courir des risques à l'ensemble du système. Surtout qu'ils y prennent une position de plus en plus importante. Voilà. Et ça, il faut en avoir conscience dans une vision long terme. Après, il existe des inconvénients aux ETF auxquels l'investisseur individuel sera beaucoup plus sensible. Paradoxalement, la majeure partie des risques et des désavantages liés aux ETF se trouvent exactement au même endroit que leurs avantages. En d'autres termes, si on ne fait pas attention, on peut facilement tomber dans des pièges assez pernicieux. Bon, déjà, il faut bien comprendre une chose. Même si au travers d'un ETF, on élimine les risques propres à chaque entreprise, par contre, on n'élimine pas le risque du marché lui-même. En d'autres termes, qu'il soit sectoriel, géographique ou autre, la valeur d'un ETF peut tout à fait baisser puisqu'il suit les mouvements du sous-jacent. Il existe également un risque de contrepartie, qui se présente sous plusieurs formes. D'abord, l'émetteur de l'ETF peut lui-même disparaître. Et même si ce risque est faible pour les gros émetteurs adossés à de gros groupes financiers,
Ce n'est pas le cas pour les plus petits émetteurs. Ensuite, il arrive que l'émetteur prête les titres détenus dans l'ETF pour augmenter son rendement. Donc, si l'emprunteur a un souci, on se retrouve à nouveau avec un risque de contrepartie. Enfin, les ETF dits synthétiques, répliquant leur indice par une opération d'échange, le swap, recèlent également ce type de danger. Et attention, spoiler alerte, on parlera des modes de réplication des trackers dans la deuxième partie de cette vidéo. Oui, on sait que vous n'aimez pas les épisodes trop longs. Du coup, comme on fait attention à vous, mettez un pouce en l'air. En termes de désavantages, eh bien, déjà, il y a le problème des frais, qui peuvent s'avérer moins bas que ce que l'on pense. C'est souvent le cas sur des ETF de niche. Niche qui entraînent parfois des problèmes de liquidité, dans la foulée d'ailleurs. Donc, des points à bien examiner avant d'y investir. Ensuite, mieux vaut vérifier si la diversification au sein de l'ETF est réelle. On peut se retrouver avec une entreprise pesant plus du quart de l'allocation totale. Ou si on ne s'expose pas, sans le savoir, à des sociétés dont on ne cautionne pas la philosophie. Effectivement, si vous ne vérifiez pas, comment savoir si vous n'investissez pas dans de l'armement, de l'alcool ou du tabac? Enfin, et pour moi c'est le défaut majeur des ETF, vous n'avez quasiment aucune surperformance possible. Effectivement, les trackers reproduisant des indices, ils ne peuvent pas faire mieux que l'indice lui-même. Vous serez donc condamné en quelque sorte à rester au niveau de la moyenne. Oui, la question qu'on peut alors se poser, c'est dans quel cas est-il intéressant d'investir en ETF? Peut-être qu'après avoir passé en revue ces éléments, vous vous dites que je déteste les ETF. En réalité, je trouve que ce sont des outils qui peuvent être très utiles pour l'investisseur, à condition de cadrer leur utilisation et d'en accepter les limites. Parce que, comme n'importe quel outil financier, ou n'importe quel outil d'ailleurs, ils sont plus ou moins adaptés en fonction des stratégies et des objectifs de chacun. À vous de voir s'ils répondent à votre situation. Et si vous vous posez maintenant des questions quant à leur cadre d'utilisation, c'est que cette vidéo a atteint son objectif. Questionner la pertinence des outils financiers que vous utilisez. Mais rassurez-vous, on ne va pas vous planter là comme ça sans vous donner un cadre de référence. Donc, voici ce qui, à mon avis, représente les cas de figure dans lesquels vous pourriez tout à fait intégrer des trackers. 1. Si vous débutez en bourse, les ETF seront alors des produits parfaits ou presque pour vous. Ils vous permettront de tester la mécanique boursière sans prendre trop de risques. 2. Si vous n'êtes pas vraiment intéressé par la bourse, mais que vous voulez investir votre argent sur le long terme sans avoir à plonger dans l'analyse ou la recherche d'actions à potentiel. Globalement, c'est la stratégie dite du lazy investing, l'investissement passif. Dans ces deux cas, le mieux est d'opter pour des ETF capitalisants, pour écarter le problème de la fiscalité. Ils feront leur bout de chemin de leur côté, pendant que vous n'aurez qu'à y investir régulièrement. On verra ça la prochaine fois. 3. Pour équilibrer un portefeuille très volatile. Donc, si vous investissez en prenant des risques assez élevés, entraînant des instabilités sur la valeur de vos actifs, une part d'ETF peut vous permettre de former un socle beaucoup plus stable. 4. Enfin, lorsque vous voulez investir dans des secteurs, des zones géographiques, bref, des domaines que vous ne connaissez pas bien. Par exemple, si l'on veut investir dans les technologies autour des intelligences artificielles, mais qu'on n'y connaît pas grand-chose, un tracker peut être la solution idéale pour mettre un pied dans le secteur. Pour ma part, j'utilise de moins en moins les ETF, car ma stratégie est beaucoup plus active. Mais lorsque je le fais, je les choisis en fonction de critères assez simples que nous verrons dans la prochaine vidéo donc. Oh, le suspense! À ce stade, vous en savez déjà plus sur les trackers que 90% des investisseurs. Pas mal, non? Mais malgré leur côté plus pratique, reste toujours le problème de la composition de votre portefeuille d'ETF. Alors, pourquoi ne pas envisager d'acheter les meilleures entreprises de la planète par zone géographique? À moins que vous ne préfériez optimiser au maximum l'achat de vos trackers pour faire mieux que le marché qu'ils sont censés répliquer. Eh bien, c'est justement l'objet de ces deux vidéos. Donc, à vous de choisir, et on se retrouve dans le prochain épisode. On dit ça? Allez, on dit ça.
Du coup, il y en a qui restent vraiment jusqu'à la fin. Oui, ça arrive. Donc tu vois vraiment ceux qui nous regardent. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le cube. C'est quoi le rapport? Ça aussi, c'est mon secret.